Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est la défaite cuisante du Hongrois Viktor Orban aux élections législatives hier. Son adversaire, le conservateur mais pro-Europe, Péter Magyar, l'a emporté, obtenant même la supermajorité des 2/3 au Parlement. Pour le vainqueur, c'est une nouvelle ère politique qui s'ouvre. Közösen leváltottuk az Orbán rendszert, közösen felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat. Magyarország újra erős szövetséges lesz az Európai Unióban és a NATO-ban. Est-ce la fin des dérives illibérales en Hongrie et est-ce une bonne nouvelle pour la cohésion européenne? A contrario, est-ce un mauvais signal pour les soutiens de Viktor Orban, Marine Le Pen et Jordan Bardella en tête? Nous en débattrons ce soir. Et puis ensuite, on vous retrouvera pour vos chroniques Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Oui, les scientifiques, Elisabeth, qui redoutent un phénomène El Niño exceptionnel pour cet été, un super El Niño avec des conséquences évidemment dramatiques. Eh bien, Elisabeth, je vous promets un bulletin météo climatique et historique. Fort bien, monsieur Mauduit. Et vous, Marie? Moi, je vais vous montrer une technique étonnante pour que les bébés arrêtent instantanément de pleurer. C'est la méthode Jessica. C'est tout nouveau, vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Ça sort d'où ce truc-là? De TikTok. Ah bah bien sûr, à tout à l'heure. Et pour commencer, 70 ans de carrière, 500 chansons, un zizi qu'il poursuit depuis 50 ans, une Lily antiraciste qui lui a valu le prix de la LICRA en 78 et de joyeuses colonies de vacances qualifiées de honte de la France par Yvonne de Gaulle. Nous recevons un monument et un chenapan, le chanteur Pierre Perret, 91 ans, qui considère qu'il doit tout à sa grand-mère et qu'il raconte dans un bouquin charmant. On retrouve Cézig tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes au piano, Pierre Perret? Oui. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous chantiez intérieurement? Bonsoir, Pierre Perret. Bonsoir. Bon, je vous présente Anne Ndiaye Bonsoir. et Benjamin Sportou, vos idoles, Pierre Perret. Bonsoir, mes idoles. Mais voilà, vous êtes la nôtre, d'idole. Oui. Et vous faites paraître Mémé Adna. On va en parler dans un instant, mais juste quand même une question à l'homme que vous êtes, 91 ans, on peut le dire. Vous avez un regard de mirliton malicieux. Vous êtes un zizi patrimonial, si je puis m'exprimer ainsi. Et vous avez dit récemment, je ne peux pas être démodé car je n'ai jamais été à la mode. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir jamais été à la mode. Je crois jamais avoir été à la mode. C'est le secret de votre longévité, Pierre Perret. C'est possible. Vraisemblablement. On va parler de vous, de certaines chansons poétiques, priapiques ou encore politiques, et puis de votre grand-mère adorée après votre profil, réalisé par Gaël Legras. Pierre Perret, dans vos chansons, dans vos livres, dont le dernier consacré à votre grand-mère vient de paraître, vous avez toujours privilégié la recherche du mot juste, la précision la plus pointue, dites-vous. Comment cette passion s'est-elle exprimée? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Né en 1934 à Castel-Sarrazin dans le Tarn-et-Garonne, vous grandissez au sein d'une famille qui tient un café. Votre père aurait aimé être artiste. Dans ma vie, j'ai toujours adoré le chant, la musique et surtout la pitrerie. Et vos parents vous soutiennent lorsque vous manifestez le désir de chanter, à certaines conditions. Moi, je lui ai dit, écoute Pierrot, si tu ne réussis pas au conservatoire, tu reviens à l'école. Vous commencez à vous produire en 56. En 61, vous jouez à l'Échelle de Jacob à Paris, dirigé par Suzy Lebrun. Je compte beaucoup sur Pierre Perret cette année. À l'époque, vous rencontrez le succès avec Le Bonheur Conjugal. Le bonheur conjugal nous tendait les bras. Seulement voilà, elle faisait les fautes de français, personnellement ça me gênait. En 66, tout le monde entonne les jolies colonies de vacances, y compris Michel Delpech, Nino Ferrer et Jacques Dutronc. Eh bien, monsieur Pierre Perret, qu'est-ce que vous pensez de ce chœur? Dégueulasse. Inutile de rediffuser les tubes que l'on connaît par cœur, Tonton Cristobal, Le Zizi, La Cage aux oiseaux, Vaisselle cassée ou encore Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Que vos chansons soient humoristiques ou sérieuses, vous rédigez, rayez, corrigez, modifiez vos textes à de nombreuses reprises avant d'être satisfait. Elle avait du sang de louve, moi des yeux de pauvre chien, et un chien contre une louve, ça n'est qu'un chien. Quand il me manque un mot ou qu'il y a une image à former, je la forme avec tout le bonheur que je peux y mettre dedans parce que je trouve que c'est ça l'enrichissement de la langue.
Aujourd'hui, vous rendez donc hommage à Anna, cette grand-mère maternelle que vous admiriez et vous écrivez. Tellement de petits morceaux de ta vie se sont faufilés dans mes pensées et dans mes chansons. Mais oui, alors c'est vrai. Oui. Vous lui devez tout quasiment à Anna, votre mémé. Oui. Qui avait été un enfant abandonné sur un étal chez un charcutier quand elle était bébé, qui est passé par l'assistance publique, qui a été battu, cogné par un homme qui s'appelait Pierre, et avec lequel elle a eu... Désolé. Mais oui, de cette histoire absolument dramatique. Mais vous l'adoriez parce qu'elle était l'incarnation de la bonté et puis de la force, d'une forme d'endurance, de vaillance, votre grand-mère. De vaillance, de courage. Oui. Je crois qu'avant tout, l'exemple, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi déterminé et courageux qu'elle. Et je ne pouvais jamais rien lui faire ingurgiter qu'elle ne voulait pas. Et ça, la seule fois où elle a été malade, enfin bon, elle avait eu un gros rhume, elle n'était jamais malade. Maman lui a dit, je vais t'acheter des médicaments. Mais non, je vais t'acheter des médicaments et tu vas les prendre. Maman est revenue du pharmacien avec une pochette de médicaments comme ça. Il y avait des pilules de toutes sortes. Elle a sorti toutes les pilules et elle lui a dit, il faut que tu prennes ça là, maintenant, comme ça. Et alors, elle lui dit, d'accord, je te promets. Puis maman est partie. Une fois qu'elle est partie, dans sa chambre, il y avait un âtre, un foyer, et elle a vidé tous les médicaments dedans qui ont feu d'artifice. Et qu'elle a dit, t'as vu si je m'étais mis ça dans le cornet. Dans le cornet, je serais morte. Pierre Perret, vous le tenez d'elle, l'argot, que vous aimez tant? L'argot si luxuriant. Non, parce et qu'elle était analphabète, la pauvre, et au contraire, elle était... Non, elle cherchait, elle aurait voulu bien parler, elle aurait souhaité ça, et jamais personne l'a mis à l'école, et elle n'a pas eu cette chance. Et c'est peut-être par réaction à ça que j'ai été tellement attentif à la langue par la suite, et que mes meilleurs copains s'appelaient Bernard Pivot, par exemple. Ou Paul Léoto, dans les années 50, on en parlera tout à l'heure. Je n'étais pas copain de Léoto, oui, je peux vous pas l'admiriez, l'écrivain aux chats, aux 200 chats et aux 150 chiens. Exact. Oui. Pierre Perret, dans une interview, vous avez dit « J'ai toujours refusé d'être adulte ». Mais comment on fait pour rester enfant et qui vous rend si jeune aujourd'hui? Comment on fait pour ne pas devenir adulte? J'en sais rien, il ne faut pas écouter les adultes, c'est tout. Ben oui. Pierre Perret, quand vous écrivez Les jolies colonies de vacances, qui est extrêmement drôlatique, mais d'une violence pas possible sur ce qu'on fait subir aux gosses, enfin dans les années 60, les coups, la malnutrition, les mauvais traitements. Oui, mais c'est un humour décalé quand même. Non, mais vous devenez la bête noire de la femme de Charles de Gaulle, Yvonne de Gaulle, tante Yvonne, qui dit « Il est la honte de la France, il est la honte nationale ». Et vous avez été censuré. Oui. La chanson n'a pas pu être diffusée. Et il paraît que lui, ça lui déplaisait pas à notre grand Charles. Là. Vous avez été en proie à pas mal d'interdictions, de censure, à l'époque du Zizi ou d'autres chansons. Ah, j'étais que censuré, moi. Que censuré. Oui. Mais le public, on peut pas lui faire ça, parce qu'il s'en fout. Oui. Le public est libre de choisir. Oui, ce qu'il aime. Et voilà. Et ma chance, ça a été que le public toute la vie. C'est ça. Alors, Pierre Perret, on va évoquer avec vous et avec Anna, une de vos deux idoles ici présentes. Le Zizi, rappelons-le, c'est 74. Aujourd'hui, des scientifiques ont réussi à cartographier intégralement le clitoris. Oui, c'est une première, une cartographie. Quel bonheur ça. Une cartographie, regardez, en 3 dimensions du clito qui révèle toutes ces terminaisons nerveuses. Et c'est une image qui va désormais pouvoir rejoindre les manuels d'anatomie, car on le sait jusqu'à maintenant, la médecine a beaucoup délaissé cet organe féminin. À titre de comparaison, une étude similaire sur le pénis avait déjà été réalisée, mais c'était il y a près de 30 ans. Et donc maintenant, on sait exactement quels sont les nerfs qui sont responsables de l'orgasme féminin, mais on est aussi capable de visualiser précisément toutes les zones très sensibles autour de la vulve. Et ça va permettre de mieux prendre en charge les chirurgies reconstructrices après des mutilations génitales ou après des cancers, mais ça va aussi permettre d'être beaucoup plus précis lors des sutures post-accouchement. Alors vous, la chanson sur le zizi, elle a plus de 50 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez capable d'écrire une chanson sur le clito pour le faire connaître aux plus jeunes? Me provoquez pas.
Parce que la prochaine fois, je vous l'amènerai peut-être. Hein. Volontiers. En tout cas, ça va intéresser les élèves de toutes les écoles qui portent mon nom parce que Il y en a sont plein, très hein. attentifs à ça. École maternelle et primaire. Hein. Il y a même un collège, oui, pas loin de chez moi. Ouais. Vous avez toujours été engagé politiquement, Pierre Perret. On parle d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite en France. Possiblement, ça peut être le cas l'année prochaine. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça me fout un peu les chocottes quand même, parce qu'on ne peut pas rester insensible à ça. Quand on a connu justement la guerre, l'occupation et le pourquoi de tout ça, aujourd'hui, on peut qu'être obligé d'être très vigilant par rapport à ça. On peut pas. Faut vraiment réfléchir. Ceux qui l'ont jamais fait devraient faire un effort. Il faut réfléchir avant. Mais Pierre Perret, en 98, vous avez écrit une chanson sur le FN, comme on disait à l'époque, La Bête est revenue, qui était une allusion à la bête immonde, le ventre d'où est surgie la bête immonde de Bertolt Brecht en 41. Oui, Donc là, vous vous êtes engagé absolument fermement. Oui, mais moi, j'ai jamais caché mes sentiments là-dessus. Ça m'a toujours foutu la trouille et c'est un totalitarisme qui est inadmissible à notre époque. Et même s'ils font dos de velours, il faut se méfier. Il faut se méfier parce qu'effectivement, c'est trop grave. D'ailleurs, dans les deux sens, toutes les extrémités me foutent la trouille. Pierre Perret, au moment des Gilets jaunes, vous avez pris leur parti. Oui. Vous avez pris le parti des Gilets jaunes, vous avez eu cette formule magnifique d'ailleurs, la misère a de la patience, qui renvoie à la première chanson, elle est dans votre livre que vous avez écrite en 56, où il était déjà question de misère et d'un chien appauvri comme sa famille qui fumait sa queue. Exactement. Mais vous étiez vraiment solidaire. Votre grand-mère aurait été gilet jaune d'ailleurs, Oui. vous demandez ça. Oui. Oui. Je crois bien, mais oui. Parce qu'elle a toujours pris les patins des pauvres gens, parce qu'elle l'a été elle-même. Elle a été dans la misère. Donc, j'ai toujours été très vigilant là-dessus, très attentif. Et d'ailleurs, je me suis battu dans beaucoup de chansons contre ça. Et ça, puis, c'est vrai. contre le racisme avec Lily, on l'a dit tout à l'heure. Et contre le racisme, oui. Absolument. Et le racisme qui vienne de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, même comme on est en train de le voir aujourd'hui, ça me fout les chocottes. Donc il faut se bagarrer contre ça. Il faut que les enfants le comprennent. Pierre Perret, vous aviez une idole, c'était Paul Léoto, écrivain que vous avez connu au moment où vous avez commencé la chanson. Il est mort en 56 quand vous avez écrit justement votre première chanson. Oui. Il avait une formule merveilleuse, Paul Léoto. Il disait « La mort est une clownerie ». Oui. Ça vous semble rencontrer ce que vous pensez intimement de la mort, la vôtre, un jour, dans 10 ans, 15 ans, le plus tard possible? Il vaut mieux le prendre avec dérision. Quoi que ce soit, il faut le prendre avec dérision, parce que sinon on peut en souffrir trop intimement. Et moi, j'ai essayé de me sortir de ça autant que j'ai pu. Je ne vous dis pas que c'est facile. Voilà. Mais oui. Merci Pierre Perret Rien. d'être venu, d'être passé sur ce plateau qu'aimaient beaucoup certains membres de votre famille. Merci de m'avoir reçu, oui. Merci. Ma femme vous adorait. Votre femme adorait, aimait cette émission, c'était, voilà, vous étiez ses idoles. Merci infiniment. Mémé Anna aux éditions Mareuil, c'est sur votre grand-mère. Et puis là, il y a des coffrets, il y a un amoncellement de coffrets avec toutes vos chansons en CD, thématisées, notamment La Merveille, parce que vous jactez la langue verte. Voilà, alors il y a ça qu'on adore. Et elle devrait être présente dans toutes les écoles même. Ah, et ben voilà, c'est une suggestion pour le ministre de l'Éducation nationale. Et tac, merci Pierre Perret. Merci. On va passer à notre débat sur la Hongrie. 9,5 millions d'habitants, la Hongrie dont les électeurs ont mis fin hier à 16 ans de gouvernance de Viktor Orban, gouvernance marquée par la corruption, l'illibéralisme et la stagnation économique. Est-ce une bonne nouvelle pour l'Union européenne? Est-ce une moins bonne nouvelle pour ceux qui apprécient et admirent Viktor Orban, à commencer par Marine Le Pen et Jordan Bardella en France? On en débat après la mise au point de Sandrine Lecal. La fête s'est terminée très tard, la nuit dernière à Budapest. On est tellement content qu'Orban quitte le pouvoir. Plus tôt, sur les bords du Danube, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont acclamé le héros de la soirée. Le conservateur pro-européen, Peter Magyar, vainqueur des élections législatives. Ensemble, nous avons fait tomber le régime Orban.
Ensemble, nous avons libéré la Hongrie. De l'autre côté du Danube, ambiance plus morose. Entouré de ses partisans, le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans, a reconnu sa défaite. Les résultats sont douloureux, mais sans ambiguïté. Nous n'avons pas reçu la responsabilité ni la possibilité de gouverner. Le scrutin, qui a fortement mobilisé les Hongrois, semble s'être transformé en référendum pour ou contre les dérives autoritaires de Viktor Orban et sa politique pro-russe. Les chancelleries européennes et Ursula von der Leyen ont tour à tour salué la victoire du nouveau Premier ministre. Moins de blocage en perspective et une coopération plus amicale. Tandis que Moscou prend acte du choix des Hongrois. Nous comptons poursuivre nos contacts pragmatiques avec les nouvelles autorités hongroises. La déroute de Viktor Orban porte un sérieux coup au mouvement nationaliste et d'extrême droite qui le soutenait, à l'image du camp MAGA du président américain et du Rassemblement national en France, qui a du mal à cacher sa déception. Beaucoup avait été dit que ce régime ne pouvait pas changer, qu'il était verrouillé, que les électeurs n'étaient pas libres. On voit que non seulement ils sont libres, mais ils sont libres de faire un choix effectivement massif. Alors comment expliquer cette défaite de Viktor Orban? Et quel signal envoie-t-elle aux autres leaders nationalistes et populistes? Le scrutin va-t-il marquer un tournant pour l'Europe? Nos trois invités pour le débat, Lucas Masek, bonsoir. Vous êtes chef du Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors et j'ajoute que vous êtes tchèque, mais aussi de nationalité française. Selon vous, la victoire sans appel de Péter Magyar montre un net rejet du modèle idéologique de Viktor Orban, même si, ajoutez-vous, les Hongrois, fondamentalement conservateurs, ont choisi un candidat qui les rassure. À côté de vous, Amélie Poinceau, bonsoir, journaliste à Mediapart. Vous avez publié Dans la tête de Viktor Orban, c'était aux éditions Actes Sud. Et selon vous, la défaite de Viktor Orban est un échec majeur pour les extrêmes droites européennes qui perdent un modèle. Et c'est un vrai camouflet pour Donald Trump, notamment, qui l'a soutenu. Et à côté de vous, Yves Bertoncini, bonsoir, consultant et enseignant en affaires européennes. Vous enseignez à l'ESCP Business School et au corps des mines. Vous considérez que Viktor Orban était un caillou dans la chaussure de l'Union européenne. Quelle image! Il mettait son veto sur de nombreuses décisions, notamment concernant l'Ukraine. Avec Péter Magyar, l'Europe va avoir un partenaire largement plus coopératif. On va développer évidemment tout cela, mais d'abord le chiffre du jour, Benjamin. Le taux de participation aux élections législatives d'hier a atteint un record. 79,5% des électeurs ont pris part au vote, soit 10 points de plus qu'en 2022. C'est aussi le taux le plus élevé de l'histoire de la Hongrie depuis la chute du communisme en 1989. Amélie Poinceau, avec beaucoup de jeunes, il faut le dire, qui ont voté et qui ont fait pencher la balance hier. Tout à fait, l'électorat jeune et je dirais aussi l'électorat des zones rurales, puisque les circonscriptions rurales étaient précisément acquises au Fidesz, le parti de Viktor Orban. Et c'est là que s'est jouée, à mon sens, l'élection, puisque à Budapest, notamment, la mairie est depuis déjà quelques années occupée par un homme de gauche écologiste. Les grandes villes, de manière générale, étaient plus acquises au camp pro-européen. Et c'est dans les campagnes que l'électorat conservateur se nichait, précisément. Lucas Masek, les raisons objectives de cette défaite. Alors certes, il y a l'usure, 16 ans de pouvoir, mais aussi une situation économique très dégradée et une corruption, on dit, endémique. C'est aussi ça qui a motivé le choix des électeurs? Alors déjà, il y a l'usure, mais il y a aussi 16 ans de construction d'un système qui était censé durer pour encore très longtemps. Donc c'était aussi 16 ans de fortification du système Orban. Donc je pense que l'usure n'explique pas tout, loin de là. Effectivement, je crois que la campagne de Péter Magyar a mis le doigt là où ça fait mal, avec en plus une façon assez astucieuse de mener la campagne, avec une sorte de trolling permanent de Viktor Orban sur des sujets comme la corruption. Et puis il y a aussi les performances économiques de ces dernières années qui sont très mauvaises. 40% d'inflation, c'est ça? On parle de taux très impressionnants. Tout à fait, et globalement un pays qui, notamment lorsqu'on le compare à d'autres pays de la région, est en dessous de son potentiel. Et je pense qu'il y a dû frapper les esprits en Hongrie, c'est qu'il y a un an ou deux à peu près, l'Eurostat a annoncé que la Roumanie est passée devant la Hongrie en PIB par habitant, ce qui, vu de Hongrie, rime quand même à une humiliation. Un camouflet, quoi. Oui. Pour le même nombre d'habitants. C'est-à-dire, en 2010, lorsque Viktor Orban arrive au pouvoir, je crois que l'écart entre les deux pays devait faire à peu près 14 ou 15 points.
16 ans plus tard, la Roumanie passe devant. C'est quand même assez désastreux en termes de bilan économique. Yves Bertoncini, on a beaucoup critiqué le manque de respect de l'état de droit par Orban, et en même temps, hier, il a reconnu sa défaite très rapidement, ce qui a même surpris certains. Oui, on a été déçus en bien, si je puis dire. Il faut dire que la défaite est monumentale. C'est-à-dire que même les plus prudents des analystes, ou les plus optimistes, pardon, pouvaient considérer que oui, 55, 60. Là, c'est une très lourde défaite, et c'est d'autant plus lourd que l'opposition, enfin maintenant le nouveau Premier ministre, Peter Magyar, atteint la majorité des 2/3, qui va lui permettre de réviser la Constitution, et, comme l'a dit Lucas, qui avait été quand même tordue assez fortement dans le sens d'un pouvoir autocratique, alors qui était usé, mais qui était dénoncé pour ses penchants autocratiques, pour la corruption. C'est là-dessus que Peter Magyar a rompu avec Viktor Orban il n'y a pas si longtemps, il y a un an et demi. Et puis je crois que ce qui a joué, c'est deux autres choses. Le fait que Peter Magyar vienne du camp conservateur. Je ne suis pas sûr que les Hongrois auraient été prêts à mettre au pouvoir un progressiste de gauche. D'ailleurs, la gauche n'est pas présente comme au à Parlement. Budapest. Ils ont même disparu, mais s'ils ont disparu, c'est qu'ils ont massivement soutenu Peter Magyar pour se débarrasser de Viktor Orban. Et si vous permettez, il y a quand même un dernier élément. Comme Viktor Orban ne pouvait pas miser sur son bilan économique, social et même démographique qui était mauvais. Donc il ne pouvait pas miser. La natalité est en chute. 1,3, et donc c'est pas mieux que quand il est arrivé, même s'il a fait quelques efforts natalistes. Comme effectivement il était un système politique très très contesté, il a misé sur la géopolitique en étant à la fois pro-russe et anti-bruxellois et anti-ukrainien. Et je crois qu'il s'est décalé de manière trop radicale, loin du centre de gravité des Hongrois, qui historiquement n'aiment pas particulièrement Moscou, vu l'histoire de l'invasion russe et de l'oppression soviétique, et puis qui, au fond du fond, sont plutôt européens, sans être enthousiastes pour la construction européenne. Et c'est aussi là-dessus qu'il a pu perdre. On va évoquer donc un peu plus en détail la personnalité qui est ce Peter Magyar, qui a 45 ans. Hein, Anna. Il était encore novice en politique il y a à peine 2 ans. Il a 45 ans, mais il est l'exemple parfait de celui qui a su retourner sa veste à son avantage, car avant de devenir l'homme providentiel de Hongrie, il a fait partie intégrante du système. Avocat de formation, il a toujours entretenu un lien fort avec les institutions politiques. Son grand-oncle et parrain était président de la République de 2000 à 2005. Peter Magyar a été membre du Fidesz, le parti d'Orban, pendant longtemps. Il a occupé le poste de diplomate chargé des affaires européennes à Bruxelles. Et il a aussi été à la tête de la Banque hongroise de développement. Il est également l'ex-époux de Judith Varga, la ministre de la Justice sous le gouvernement Orban. Mais c'est en 2024, après la démission de sa femme empêtrée dans un scandale politico-judiciaire, qu'il se lance véritablement en politique en tant qu'opposant au système. Il prend à ce moment-là les commandes du parti de centre-droit TISA, laissé à l'abandon, et il promet un changement de régime. Sur la forme, vous l'avez dit, c'est un fin communicant. Il a fait campagne sur les réseaux sociaux, mais pas que. Il s'est déplacé sur le terrain avec sa caravane. Sur le fond, il a promis un rebond économique, de lutter contre la corruption et d'inscrire la Hongrie comme candidate au parquet anticorruption européen. Il s'est également engagé à être un allié fiable de l'OTAN et un partenaire loyal de l'Union européenne. Alors après sa victoire écrasante hier, il a appelé, je cite, toutes les marionnettes d'Orban, à savoir président de la République, président de la Cour suprême, président de la Cour des comptes et d'autres, à démissionner dès que possible. Amélie Poinceau, est-ce que c'est vraiment un homme de rupture ? Dans le discours, oui. Dans les faits, ce sera bien compliqué de démanteler tout ce qu'a fait, tout le système qui a été mis en place par Viktor Orban et le Fidesz, puisqu'on l'a évoqué déjà, il y a eu déjà la réforme de la Constitution dès son arrivée au pouvoir. En fait, quand il arrive au pouvoir, ou plus précisément quand il revient au pouvoir en 2010, puisqu'il avait déjà effectué un premier mandat entre 1998 et 2002, à ce moment-là, en 2010, tout va très vite. Et entre 2010 et 2012, il y a une frénésie législative au Parlement hongrois. Il y a toute une série de réformes qui s'attaquent à l'indépendance de la justice, à l'indépendance des médias, qui réforment également le système électoral qui, du coup, l'a permis de le maintenir au pouvoir pendant ensuite 4 mandats d'affilée jusqu'à ce que ça se retourne contre lui. Et vous ne pensez pas qu'il est capable de détricoter tout cela ? C'est possible. Il a effectivement cette majorité qui le permettent. Mais il va falloir également aussi changer tout le personnel qui est à la tête des principales institutions du pays. Et moi, je pense qu'en fait, s'il n'y a pas derrière la pression de la société civile qui se maintient, comme elle s'est exprimée hier dans les urnes, ça ne pourra pas aller jusqu'au bout. Je pense qu'il y a là aussi, de la part de la société civile, des corps intermédiaires, etc., des ONG, etc., une pression à exercer, puisque c'est justement tout
tous ces corps-là qui ont été mis à mal par le système illibéral mis en place par Orban. Juste une question, Lucas Matzek. D'onomastique, son nom, c'est peut-être un trésor, le nom de Peter Magyar. Magyar, ça veut dire quoi? Ça veut dire hongrois, non? Eh oui, ça veut dire hongrois. Donc, le côté providentiel. Ça peut coaliser autour de lui quelque chose de l'ordre d'une fidélité nationaliste. Après, je pense que là, on reste dans le registre de l'anecdote, mais effectivement, ça a dû aider. Ouais. Mais effectivement, la problématique, en fait, on la connaît déjà, notamment de la Pologne, c'est-à-dire comment restaurer l'état de droit sans sortir soi-même des règles de l'état de droit. Ça concerne Donald Tusk, alors, en l'occurrence. Donc, Donald Tusk. Alors, ceci dit, Peter Magyar, du coup, quelque part, a gagné un mandat tellement fort que ça pourrait être plus facile, paradoxalement, pour lui, alors que ce qu'il faut déconstruire est beaucoup plus solide et beaucoup plus ancré que ce qu'on a pu voir en Pologne. Mais c'est vrai que Donald Tusk, en Pologne, pour le coup, il a des marges de manœuvre très étroites, surtout depuis que la présidence a été gardée par le parti PiS. Alors que là, pour le coup, effectivement, Peter Magyar a plutôt un boulevard devant lui, mais ça sera quand même très, très compliqué. Mais pardon, mais sur les réformes sociétales, parce qu'on en a beaucoup parlé, ici, il a interdit les gay pride, Orban, il a durci l'accès à l'avortement, Yves Bertoncini. On ne sait pas trop quelles sont les positions de ce nouveau Premier ministre. Est-ce qu'il a la volonté de changer ce qui a été fait par Orban dans ce domaine ? Il a la volonté de changer pour tout ce qui relève de l'état de droit, en tout cas, la lutte contre la corruption, le pluralisme des médias, la justice indépendante. Et là-dessus, il y aura aussi une pression européenne, parce que c'est la condition pour, notamment, y compris toucher des fonds européens. Il y a jusqu'à 18-19 milliards d'euros qui ont été bloqués à un moment donné parce que c'est la conditionnalité état de droit. Et donc, a priori, là-dessus, je crois qu'il a tout intérêt. Les Hongrois le demandent et l'Union européenne l'accompagnera. Ses alliés politiques, parce que maintenant, il est au Parti populaire européen avec la CDU-CSU, je pense qu'il sera encouragé. Alors, quand on arrive sur les autres sujets qui sont des sujets plus sociétaux, il faut dire les choses. Le droit à l'avortement n'est pas de compétence européenne. Tout ce qui est mariage pour tous, il n'y a pas de droit européen. Il n'y aura pas de pression là-dessus. Et donc là, il y a, je suis évidemment tout à fait de tout cœur je suis sur ces sujets-là, mais en faveur du droit à l'avortement, au mariage pour tous, mais je suis obligé d'observer que l'Union européenne est beaucoup plus gênée parce que ce sont des sujets sur lesquels, d'abord, les États ont retenu leurs compétences, et deuxièmement, il y a quand même une hétérogénéité des valeurs en Europe, et une Europe centrale, je le dis sous votre contrôle, qui est un tout petit peu plus traditionnelle, conservatrice, qui n'a pas eu la même histoire que les pays de l'Europe occidentale. Oui, vous voulez réagir? Je crois qu'il y aura deux changements quand même notables. Le premier, c'est qu'il n'y aura pas d'outrance. C'est-à-dire, une chose, c'est de ne pas soutenir le mariage pour tous. Une autre chose, c'est de criminaliser l'homosexualité et de l'assimiler dans la législation avec la pédophilie. C'est ce qu'a fait Viktor Orban. Donc je pense que là, il y aura des retours en arrière sur ce qu'on peut considérer comme un excès, comme une outrance, mais tout en restant quand même ancré dans des valeurs conservatrices et donc sans aller très loin dans l'autre sens. Le deuxième changement, c'est qu'il n'y aura pas, ou en tout cas beaucoup moins, mais je pense qu'il n'y aura pas, parce que ce n'est pas son intérêt, d'instrumentalisation politique de ces sujets. Pour Viktor Orban, c'était des outils de mobilisation de son camp pour asseoir son pouvoir. Je pense qu'au contraire, quand on voit qui a fêté la victoire de Peter Magyar hier dans les rues, je pense que Peter Magyar n'a aucun intérêt à instrumentaliser ces sujets, parce que ce sont des sujets qui en fait divisent son électorat. Donc je pense qu'il aura tendance à faire le service minimum pour défaire les excès de l'urbanisme, mais effectivement, il restera sur ses fondamentaux d'un chrétien démocrate conservateur. Et sur l'Europe, alors, Amélie Poinçot, parce qu'on a vu qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'est félicitée de cette élection. D'ailleurs, elle a été fortement critiquée par Marine Le Pen. Est-ce que c'est vraiment un Premier ministre pro-européen qui va être en faveur de l'Ukraine, qui va soutenir l'Ukraine ou pas, notamment, Il vient de dire qu'il est contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Oui, et pendant la campagne, en réalité, il s'est très peu prononcé, voire pas du tout prononcé, sur le sujet de l'Ukraine, des sanctions vis-à-vis de la Russie, etc. Donc là, de ce point de vue-là, alors il y a un affichage pro-européen, c'est clair. Du côté des dirigeants européens, il y a un soulagement parce qu'effectivement, il a énormément crispé à Bruxelles. Il y a eu énormément de bras de fer, précisément sur les entorses à l'état de droit. Et comme ça a été dit, c'est pas sur les libertés individuelles, le respect des minorités, etc., que s'était agacée l'Union européenne et qu'elle avait pris des sanctions à l'égard de la Hongrie, ou en tout cas suspendu plutôt des fonds, mais c'était pour les entorses à l'état de droit. Après, c'est aussi toute une tactique politique qu'avait Viktor Orban de contester vivement les choses à Bruxelles pour ensuite apparaître comme le sauveur, le défenseur des intérêts hongrois, etc. à Budapest. Et là, ce jeu-là permanent, effectivement, on peut estimer que Peter Magyar ne sera pas là-dedans. Mais en revanche, le fait que la Hongrie est limitrophe de l'Ukraine et que les Hongrois, de fait, sont inquiets par cette guerre à leur porte, ça va
va pas changer et Peter Mayer va être très prudent par rapport à ça. Il y a aussi une minorité hongroise importante en Ukraine et donc ça joue évidemment dans les positionnements des Hongrois. Oui. Attendez, juste démonstration par l'image avec notre archive de ce que vous dites, vous vous rappelez de ce que faisait Viktor Orban en apposant des vétos en permanence. Là, on est en 2023, il met son veto pour une aide précisément à l'Ukraine. Ça se passe à Bruxelles, on est en décembre 2023. Viktor Orban, l'homme qui résiste à l'Union européenne. Cette nuit, les 26 membres n'ont pas réussi à convaincre le Premier ministre hongrois, réfractaire à une aide financière cruciale pour l'Ukraine. Résumé du quart de nuit, veto sur l'argent supplémentaire à l'Ukraine, veto sur la révision du budget. Cette aide de 50 milliards d'euros sous forme de prêts et de dons est prévue sur 4 ans à compter de l'an prochain. Les 27 se retrouveront en janvier lors d'un nouveau sommet. Malgré les réticences de la Hongrie, nombreux ont l'espoir que l'Europe soit unie. Yves Bertoncini, on disait que la Hongrie était le cheval de Troie russe en Europe. C'est fini ça avec son nouveau Premier ministre ? Oui, c'est ça le changement. C'était aussi le cheval de Trump d'ailleurs. Et donc, le nouveau Premier ministre, avec sa légitimité forte, il peut s'affirmer en tant que Premier ministre de la Hongrie, qui est un grand pays, qui a en effet des positions un peu tièdes sur l'Ukraine. Et il a déjà dit d'ailleurs qu'il lèverait son veto auprès de 90 milliards, mais auquel la Hongrie ne contribuera pas plus que la République tchèque et la Slovaquie. Mais au moins, il ne sera plus bloquant. Pour récupérer aussi 19 milliards, on dit. Oui, mais pour ça, les 19 milliards, il faut qu'il fasse toutes ces réformes sur l'état de droit, etc., dont on a parlé, parce qu'il en va aussi de la protection des investissements européens dans la région. Ce n'est pas que des enjeux de valeur, c'est des enjeux très prosaïques. Donc là-dessus, le changement sera quand même net. On aura l'impression d'avoir affaire à un chef de gouvernement qui représente son peuple sans être soumis au point où en était Viktor Orban, à des influences étrangères, à Washington, à Moscou et même à Pékin, pour ce qui est de Viktor Orban. Je crois que là encore, sur l'Ukraine, en fait, il faut séparer deux choses. Il y a des problèmes bilatéraux, comme souvent, comme d'ailleurs entre la Pologne et l'Ukraine. La Hongrie, notamment à cause de la minorité hongroise, a quelques litiges avec l'Ukraine. Là-dessus, je pense que Peter Magyar, comme n'importe quel Premier ministre hongrois, va être exigeant, va instrumentaliser peut-être la candidature ukrainienne à l'Union européenne pour mettre la pression sur l'Ukraine. Et ça, pour le coup, il n'y aura pas un énorme changement. Il va continuer à parler avec Poutine ou pas ? Par contre, la différence, c'est que, en fait, ce qui était... Pour Viktor Orban, il me semble que la question de la minorité hongroise en Ukraine, c'était un prétexte. Le vrai sujet, c'était une forme de complaisance et un jeu géopolitique entre Bruxelles et Moscou. Et ça, je pense que c'est réellement fini. Et pour preuve, dans les dernières semaines et dans les derniers jours de campagne, Peter Magyar a beaucoup accentué le thème anti-russe, avec des slogans de 56, les Russes rentraient chez vous, etc., qui étaient scandés dans les meetings, etc. Et, à vrai dire, j'étais un peu étonné qu'il joue là-dessus, parce que d'une certaine manière, il s'avançait sur le terrain qui, a priori, aurait pu être favorable à Viktor Orban, puisque c'est lui qui essayait de passer Magyar pour le va-t-en-guerre, etc. Mais en fait, on a vu que ça a résonné. Et donc, je pense que Peter Magyar, là, a vraiment le champ libre pour bien marquer, comme lui-même l'a dit, que c'était une élection entre l'Ouest et l'Est, et que la Hongrie a choisi l'Ouest. Alors, les dirigeants européens se sont ouvertement félicités de la défaite d'Orban, à l'image du chancelier allemand. Der Rechtspopulismus hat gestern in Ungarn eine schwere Niederlage erlitten. Und das betrifft nicht nur Ungarn. Von Ungarn geht ein sehr klares Zeichen aus gegen den Rechtspopulismus auf der ganzen Welt. Insofern war das auch in dieser Hinsicht ein guter Tag gestern. Une bonne journée parce qu'il pensait certainement à l'AfD, à l'extrême droite allemande. Mais on se pose la question, Amélie Brosseau, pour la France, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, notamment pour le Rassemblement national et Marine Le Pen ? Le Fidesz est de fait le premier allié politique du RN au Parlement européen. C'est le plus gros contingent d'eurodéputés dans son groupe, dans le groupe Patriotes pour l'Europe. Et depuis longtemps, Marine Le Pen soutient Viktor Orban. Elle était là-bas fin mars. Oui, mais elle ne l'a pas fait seulement pendant la campagne. Depuis bien avant, depuis au moins deux mandats, elle a joué cette alliance avec Viktor Orban. Mais on entendait Friedrich Merz et je voulais justement me rappeler aussi que pendant longtemps, la droite allemande a soutenu Viktor Orban, qui a jusqu'à 2021 fait partie des rangs du Parti populaire européen, la droite allemande, aux côtés de la CDU-CSU, qui l'a soutenu donc jusqu'en 2021. Et c'est que depuis les dernières élections européennes, donc il a rejoint officiellement donc l'extrême droite européenne. Mais Yves Bertoncini était vraiment à la tête d'une internationale réactionnaire, Orban. On pourrait dire ça. Il y a quelque chose, il y a un pilier qui est tombé. C'était quand même le parrain. C'était le plus ancien dans le grade le plus élevé, au pouvoir depuis 16 ans. Une forme de théorie, d'une vision de la civilisation européenne assaillie. Et ça lui attirait à Budapest, avec des sommets, le soutien des leaders d'extrême droite du monde entier.
Et j'ajoute, au-delà de la brochette que vous venez de nous présenter, J.D. Vance est allé sur place encore. Et donc c'est ça qui a internationalisé aussi le scrutin et qui permet aujourd'hui de dire que oui, cette mouvance-là, qui s'étend bien au-delà de la Hongrie, alors il y aura d'autres épisodes, y compris en France l'an prochain, mais a quand même là subi un camouflet très sévère, comme ça avait d'ailleurs été déjà le cas à l'élection présidentielle en Autriche, à l'élection présidentielle en Roumanie, lors des élections législatives aux Pays-Bas. Et donc c'est vrai que ça un référendum en Italie aussi. Face à cette idée que ça serait inexorable, que voilà, les peuples d'Europe vont se donner. Vous êtes d'accord avec cette idée qu'il y a un reflux, un ressac de cette internationale illibérale et réactionnaire? Oui, mais avec un gros bémol, c'est-à-dire clairement un symbole tombe, un laboratoire du libéralisme ferme, un Disneyland des conservateurs chrétiens nationalistes américains ferme, effectivement. Mais donc je pense que c'est un coup, effectivement, porté sur le plan symbolique. Mais après, je pense que tous ces mouvements profitent en fait des dynamiques nationales et des contextes nationaux. Donc je ne pense pas que ce soit un affaiblissement. Je ne pense pas que l'électorat qui se tourne vers ces partis, que ce soit dans tel ou tel pays, soit si sensible que ça à ces questions d'alliance idéologique européenne, etc. Donc incontestablement, c'est un coup dur, mais c'est tout sauf un coup fatal, parce qu'encore une fois, ça se joue au niveau national. Amélie Poinceau, c'est un coup fatal aussi pour Trump, en tous les cas une difficulté pour Trump et Poutine, inattendue pour les deux, vous diriez? Oui, après, c'est des puissances suffisamment importantes pour, je ne crois pas qu'elle puisse être véritablement... C'était un relais quand même. Voilà, c'était un relais, une entrée dans l'Union européenne, mais après, ça a été dit, voilà, les extrêmes droites en Europe et en France sont quand même en progression, elle continue de l'être. Donc, bon, pour l'instant, on peut pas dire que cette progression soit que ça marque un coup d'arrêt à cette progression, selon vous. Yves Bertoncini? Non, je trouve que Lucas a bien résumé, un coup d'arrêt, mais pas un coup fatal. C'est quand même important pour ces mouvements-là d'avoir eu pendant longtemps cet homme expérimenté qui était parti des conservateurs jusqu'aux patriotes pour l'Europe. Notons quand même que son successeur a fait le chemin exactement inverse, puisqu'il est parti du Fidesz, Peter Magyar, pour aller au PPE. Et d'ailleurs, ses premières visites seront en Autriche, en Pologne et à Bruxelles pour voir ses camarades du PPE. Et donc, on est sorti de la présence urticante de Viktor Orban. Et pour l'instant, il reste la République tchèque, la Slovaquie, on en parlera la prochaine fois. Voilà, parce que le débat est terminé. Merci à tous les trois d'être venus nous expliquer et nous permettre de mieux comprendre les enjeux de ces législatives hongroises. On va rester dans l'actualité avec Xavier Mauduit et Marie Bonisseau pour évoquer un phénomène météorologique hors norme à craindre pour 2026, le super El Niño. Et puis on évoquera une méthode qui s'appelle la méthode Jessica pour calmer les loupiaux. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, le mot vedette du jour, Strava, nom d'une application, la préférée des coureurs et des marathoniens, pas sans risque, c'est entendu. Vous connaissez Strava ? Sur l'application sportive Strava. Strava pose des problèmes pour la sécurité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Strava, nom propre américain, dérivé du suédois Strava, c'est forcé, désigne une appli de performance sportive très populaire chez les fans du running qui peuvent partager en live leurs exploits. Si Strava a massivement diffusé les chronos des coureurs du marathon de Paris qui s'est tenu hier, l'appli présente un danger pour la sécurité nationale. Strava utilise le GPS du smartphone ou d'une montre connectée, éventuellement reliée à des capteurs de cadence, puissance ou fréquence cardiaque. Il fournit aux compétiteurs narcissiques un chapelet de statistiques sur l'efficacité biomécanique de son corps qui lui permet de fanfaronner sur sa supériorité cosmique. Fondée à San Francisco en 2009 par deux anciens étudiants de Harvard, saoulés de devoir noter leur perf en aviron sur un carnet de bord en papier, Strava est désormais présente dans 185 pays et compte 180 millions d'utilisateurs, principalement coureurs et cyclistes, soit 2 fois plus que Tinder. Certes, orienté sur un autre type de sport. Sur Strava se pressent tous les aspirants Übermensch, étudiants en business, cadres top niveau, mais aussi gardes du corps, espions ou militaires, dont les séances de running ont déjà trahi, comme l'a révélé un grand quotidien du soir, ici les mouvements du président, là celle d'un sous-marin nucléaire ou du Charles de Gaulle en action.
L'innocente course à pied enregistrée sur Strava peut compromettre la sécurité nationale, mais aussi la plus élémentaire probité. D'aucuns recourent à un Strava jockey, payé 1 € du kilomètre pour courir à leur place, afin de tricher sur leur perf, ou s'offrir un alibi en chrono armé en cas de 5 à 7, et s'éviter un lapidaire. Dis donc, Strava comme tu veux ? On court, on lâche son téléphone, quoi. Hein, Marie Bonisseau? Jamais. Elle court jamais. Eh bien, bien sûr. Xavier Mauduit et Marie, vos chroniques. Alors, Copernicus, c'est le programme européen de surveillance de la Terre, a annoncé un super El Niño pour cet été. C'est une très mauvaise nouvelle. Xavier, un phénomène climatique aux conséquences évidemment désastreuses. Une histoire d'air et d'eau. Oui, c'est exactement ça, Elisabeth. En 1923. Oui, c'est cette année-là que le physicien britannique Gilbert Walker publie les résultats de ses travaux. Et ça bouleverse la compréhension de la météorologie mondiale. Il est directeur des services météorologiques des Indes. Alors, une colonie britannique, il se voit confier la mission impossible, parce que ça n'a jamais été fait, de donner la date du début de la mousson d'été, son intensité, vous savez, cette saison des pluies, avec des conséquences terribles. Alors lui, il est féru de statistiques, donc il collecte des données, il les compare. La démarche n'est pas nouvelle, hein. Vous aviez déjà la même chose, des réseaux en Europe, de correspondants qui essayaient de prédire les tempêtes en Europe. Donc on se dit, bah tiens, pourquoi ne pas faire ça dans les Indes? Sauf que Gilbert Walker, lui, ne se contente pas de regarder ce qui se passe en Inde, en Asie du Sud-Est ou encore dans l'océan Indien. Il va plus loin, il va jusqu'au Pacifique Sud. Et là, c'est là où se produit El Niño dans le Pacifique. Oui, c'est un phénomène qui était déjà connu des populations autochtones et puis qui prend ce nom d'El Niño après l'arrivée des Espagnols. El Niño en lien à l'enfant Jésus parce que ça se produit principalement au moment de Noël, en décembre. En fait, ce qui se passe, c'est les pêcheurs qui savent ça. Le pêcheur du côté du Pérou, il part, il va chercher son poisson, il le trouve pas, il le perd où? C'est simplement parce que les eaux habituellement froides se sont réchauffées. Ça arrive tous les 3, 4, 5, 7 ans. C'est irrégulier. Et Gilbert Walker, lui, se dit que ce qui se passe du côté des côtes péruviennes doit avoir une incidence ailleurs. Et donc, il identifie ce qu'on appelle une oscillation australe. On est du côté de l'équateur avec des masses d'air, ce sont les vents, les alizés, et puis la température de l'eau. Mais attention, il reste, on va dire, relativement prudent, c'est-à-dire qu'il réfléchit à cette zone équatoriale du côté du Pacifique. Il ne va pas plus loin. D'ailleurs, il ne prédit pas, il n'y arrive pas à la date de la mousson, son intensité. C'est bien plus tard qu'on a compris qu'El Niño avait des conséquences mondiales, et nous l'avons compris de manière dramatique lors d'événements comme celui de 1982-83, où d'un côté vous avez des sécheresses gigantesques et de l'autre des inondations folles. Mais ce que Gilbert Walker, lui, a saisi, et c'est considérable, c'est que les phénomènes climatiques ne sont pas liés à ce qui se passe dans l'atmosphère, c'est ce qu'on pensait auparavant, mais que c'est lié également à la température des océans. Comme quoi, pour saisir aujourd'hui encore ce qui se passe avec la météo ou le climat, c'est intéressant de lire les travaux anciens, autrement dit les travaux plus vieux. Ah oui. Admirable. Merci, Monsieur Mauduit. Et à propos de Niño, on va rester avec les moutards qui couinent. Il y a une application qui... C'est ça, une application? Une méthode, c'est une méthode. Une méthode, pardon, sur TikTok, une technique qui permet de les faire découiner. Ouais, c'est la méthode. Arrêtez de pleurer. Jessica. Voilà, il y en a qui se demandent si c'est de la sorcellerie, carrément. Certains parents absolument bluffés par donc cette méthode Jessica. Vous allez voir, c'est à l'américaine, qui disent vraiment Jessica, qui donc est partie des États-Unis et s'est répandue comme une traînée de poudre sur la plateforme de vidéos virale TikTok. Depuis 2 semaines, pullulent des vidéos d'enfants qui pleurent, donc jusqu'à là, rien de fou, un enfant ça pleure. Sauf que regardez, maintenant, il y a un mot magique pour faire cesser le tsunami de larmes. Vous dites Jessica et vous faites semblant de chercher dans la pièce une Jessica imaginaire. C'est totalement idiot, mais ça marche. Jessica! Jessica! Where are you, Jessica? 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 Is that you? Je vous sens comme les enfants fascinés. C'est vrai. Vous pouvez dire Sarah ou Marie-Christine, hein, ce que vous voulez, le but. Ou Marie. Non, moi, j'y vais pas. J'ai pas envie d'enfants qui pleurent. En fait, on s'en fiche. L'essentiel, c'est de faire semblant de voir une personne que l'enfant ne connaît pas.
Pourquoi? Pour les surprendre, pour mettre leur système nerveux en pause, comme ça pendant cette spirale émotionnelle intense. Résultat, vous l'avez vu, l'enfant redescend immédiatement. Ça s'appelle, vraiment c'est très simple, ça s'appelle de la distraction. Mais c'est tellement spectaculaire que ces familles accros, pouces en l'air sur les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie et filment abondamment leur progéniture bouche bée devant cette Jessica qui malheureusement ne viendra jamais. Combien de temps ça va durer? On se dit qu'au bout d'un moment, les enfants vont comprendre le truc astuce. Voilà, non, ils apprennent vite. Et puis surtout, certains pédiatres qui ont été convoqués en urgence par les médias américains pour savoir si cette méthode était valable ont souligné d'abord que ça ne fait que déplacer le problème. En fait, on esquive la colère. L'enfant qui pleure, au bout d'un moment, il va falloir qu'il apprenne à gérer ses émotions très très fortes et pas à les zapper. Et puis deuxième critique, même s'il a 2 ans, cette personne a le droit à l'honnêteté. Là, clairement, on lui raconte n'importe quoi, on lui ment. En fait, cette méthode Jessica serait peut-être une technique du passé. C'est une certaine Kendra Worth, qui est consultante en sommeil de l'enfant, qui vous l'explique. Boomer generation, most of our parents, they love distraction, okay? We would melt down and they'd offer us a cookie, candy. They'd turn on the TV. They'd say, oh, Dad, look over there. And they would just completely pull us out of the tantrum. And sure, it worked in the moment, but it didn't teach us any emotional regulation skills. Voilà, donc avant, on nous mettait devant un dessin animé. Maintenant, on nous met devant, soi-disant, Jessica. Elle est sympa, Jessica, mais c'est donc du court terme. Après, il faut que les adultes se comportent en adultes. Peut-être qu'ils arrêtent de filmer leurs gosses. Aussi. Non, avant tout, je ne sais pas. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss.